C'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui pour vous accueillir au nom de l'espace René Lévesque. Je me présente, Alain Rioux, je suis le DG de l'espace René Lévesque et je vous souhaite la bienvenue. Dans un premier temps, peut-être que je ferai un petit historique, bref historique sur la question du concours prise de parole. Donc l'idée est venue à un membre du conseil d'administration de l'espace René Lévesque, M. David Boulet. Notamment parce que, bien entendu, comme on le sait tous, M. Lévesque était un orateur incomparable et un charisme extraordinaire. Bon, et ce n'est pas le moment de tenter de faire une succession de qualités à M. Lévesque, ça a déjà été fait auparavant. Et l'autre aspect intéressant, c'est que M. Lévesque a commencé sa carrière ici, à New Carlisle, à CHNC. Il avait à peu près l'âge des personnes qui vont venir vous parler aujourd'hui. Donc, ces deux choses-là mises ensemble, je pense que ça a été un peu le coup de foudre pour démarrer le concours prise de parole. La langue française, un trésor à préserver dans nos écoles. Océane Cyr. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui, je trouve, est très important pour la société et l'avenir des jeunes. Selon moi, le langage codé qu'utilisent les ados pour texter nuit à l'apprentissage de la langue française. D'après Bernard Drinville, ministre de l'Éducation, les jeunes d'il y a 20 ans et les jeunes d'aujourd'hui, ce ne sont pas les mêmes jeunes. C'est en français écrit que les élèves ont le plus de difficultés. Ça se reflète d'ailleurs dans les résultats de l'épreuve ministérielle d'écriture de français, dont pas moins de 52% des étudiants ont échoué à cet examen l'an passé, en 2023. Premièrement, un élève qui commet des fautes de français est pénalisé uniquement lors d'une évaluation en écriture. Il est interdit de lui enlever des points pour des fautes d'orthographe dans les autres matières et même lors d'évaluation de lecture dans un cours de français. C'est qu'il est écrit noir sur blanc dans le régime pédagogique du ministère de l'Éducation du Québec qu'il est strictement interdit d'enlever des points aux élèves qui commettent des fautes d'orthographe en dehors de leur cours de français. Sinon, les enseignants risquent rien de moins que les mesures disciplinaires, mais le congédiement. En revanche, selon le point de vue de certains ministres du gouvernement du Québec, le français, c'est important en tout temps. C'est en effet ce que Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, a dit pendant l'un de ses discours. Il a exactement dit, et je cite, « Notre culture et notre langue sont l'essence même de ce qui nous définit comme nation québécoise. Allier la culture et l'apprentissage du français à l'école ne peut qu'être bénéfique pour nos jeunes. Il faudrait que le gouvernement québécois revoie son régime pédagogique. Depuis mon entrée au secondaire, je vois que la plupart des jeunes ont de la difficulté à bien écrire. Moi, pour qui le français n'a jamais été un problème majeur, je trouve cela urgent qu'il y ait des actions concrètes pour que les élèves réussissent mieux leur français. L'année prochaine, je pars pour le cégep, et là-bas, le français occupe une très grande place. La qualité de l'écriture représente entre 10 et 20 de la note finale dans toutes les matières. Pourquoi ce n'est pas pareil au secondaire? De plus, bien écrire n'est pas juste utile pour l'école. Ça l'est aussi pour les entretiens d'embauche concernant la pratique de nos futurs métiers et professions, mais aussi nos publications sur les réseaux sociaux. Le français est l'essence même de notre nation. Mais personne ne nous traduit concrètement dans nos écoles. Donc, revenons maintenant sur l'examen du ministère de français. Est-il normal que plus de 52% des étudiants échouent cette évaluation? Selon moi, le gouvernement devrait se poser la question « Pourquoi ?» plus souvent et de manière plus sérieuse. Cette année, en secondaire 5, nous sommes environ 39 étudiants. Si on applique les statistiques de l'année dernière à notre cohorte de 2024, ça voudrait dire qu'aux alentours de 20 élèves sur un total de 39 échoueront cette évaluation et ne pourront pas recevoir leur diplôme d'études secondaires. Quand on y pense, c'est énorme. Selon moi, il faudrait unir certains programmes et même que les professeurs coopèrent plus entre eux dans les transitions pour nous permettre de mieux arrimer notre passage du secondaire au collégial, par exemple. Car présentement, les étudiants qui font leur première évaluation d'écriture de niveau collégial ont des notes encore plus basses que celles qu'ils avaient au secondaire. Finalement, le plus important à retenir de ce passage est qu'il faut agir et réformer au plus vite notre système scolaire. Premièrement, les fautes de français dans les autres matières devraient être évaluées par tous les enseignants. Aussi, il faudrait faire écrire plus souvent les élèves. La solution qu'il faut également mettre de l'avant
c'est de prioriser la lecture. Ma dernière solution est la révision des programmes de français au primaire et au secondaire. Pour terminer, je crois que vous avez compris que, selon moi, l'orthographe devrait être évaluée dans toutes les matières à l'école. Rappelons que la langue française est le trésor le plus précieux que possède notre nation québécoise. Faut-il se rappeler qu'au Québec, nous sommes entourés de millions et de millions d'anglophones dans le reste du Canada et chez nos voisins états-uniens? On est un peu comme le village gaulois qui fait face à l'Empire romain dans Astérix. Mais cependant, je dois vous avouer que tout n'est pas gagné. Sérieusement, comment peut-on prouver aux étudiants québécois que leur français est important, quand même M. Legault qui craint que le Québec devienne une Louisiane du Nord? Bref, je suis consciente que ma prise de parole aujourd'hui impose une réforme en profondeur de notre système d'éducation et représente un très long processus afin d'atteindre le but. Mais, comme on me l'a toujours si bien dit, cela paraît toujours impossible avant que cela ne soit fait. Merci beaucoup. Pour briser les chaînes des enfants exploités, donc on accueille Adama Marika Langlois. L'autre jour, je faisais le ménage de ma garde-robe parce que j'avais pas d'école, puis j'ai remarqué que plusieurs morceaux de vêtements étaient fabriqués au Bangladesh. Savez-vous que les enfants qui travaillent là-bas, souvent dans des usines de textiles comme celle de Lululemon, une entreprise canadienne qui produit ces vêtements, travaillent en moyenne 64 heures par semaine? Je sais pas pour vous, mais moi, j'aurais pas envie de me réveiller demain matin en allant à la grande cuisine où je travaille pour aider ma famille à mettre de quoi à sa table pour le souper, me tombe carrément sur la tête. Ici au Québec, un jeune doit avoir 14 ans pour travailler, sauf exception, et il ne peut le faire que pour un maximum de 17 heures par semaine, parce qu'on a l'obligation d'aller à l'école. Puis le pire là-dedans, c'est qu'on trouve le moyen de s'en plaindre. On devrait donc plutôt dire qu'alors que des enfants sont dans l'obligation de travailler ailleurs dans le monde, nous, ici au Québec, on a le droit ou le privilège de fréquenter l'école et de nous concentrer sur nos études. Pendant ce temps-là, j'ai pas de difficulté à m'imaginer les abus qu'un enfant de 7 ans dans un pays d'Asie, d'Amérique du Sud ou d'Afrique peut subir de son employeur. Ce que je pense, en toute sincérité, c'est que ça serait pas mal plus humain si tous ces jeunes-là qui travaillent pour que l'on puisse se procurer ici des produits bon marché pouvaient avoir à ce même droit à une éducation dite obligatoire. Savez-vous qu'au moins 160 millions d'enfants sont exploités dans le monde, travaillant comme domestiques dans les maisons et comme ouvriers dans des plantations, des mines, des ateliers ou des usines? Ils sont ainsi privés de leur enfance et de leur capacité physique et mentale, voire de leur dignité. Certains sont même utilisés dans la prostitution, le crime, la vente de drogue et comme esclaves ou soldats. Les enfants soldats sont souvent recrutés de force dans des groupes armés pour être utilisés comme combattants, cuisiniers ou messagers. Je sais qu'il y a des parents dans la salle en ce moment même. Imaginez-vous que demain, on va chercher votre enfant de force, vous n'avez pas un mot à dire, puis que quand vous allez le revoir, c'est pas pour vous dire allô, mais pour vous tuer. C'est ce qui est arrivé dans le pays d'origine de ma mère pendant la guerre des diamants au Sierra Leone. Les enfants étaient enlevés de leur famille, déportés dans des camps où on les forçait à prendre des drogues dures, dans l'objectif ultime de les désensibiliser en tuant leurs propres parents. À Montréal, selon TVA Nouvelles, il y a un psychoéducateur retraité qui a acheté une fille de 8 ans en Afrique pour en faire son esclave sexuel. Il l'a acheté à sa mère, qui n'avait pas l'air de soucier d'elle parce qu'elle recevrait ainsi de l'argent pour s'acheter de l'eau potable dans son logement. Il a même déjà dit pour sa défense qu'une prostituée leur aurait coûté pas mal moins cher. Entendre ça d'un Canadien, c'est un des pays les plus industrialisés du monde. Excusez-moi, mais ça me lève le cœur. Imaginez ce que l'on peut entendre en ce moment même dans des pays où l'éducation est clairement secondaire. Les parents et les enfants doivent voir l'éducation comme une meilleure option que le travail. C'est probablement pour ça que Nelson Mandela a déjà dit que l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Trop d'enfants doivent se lever le matin pour aller travailler dans des usines, des champs ou des mines au lieu d'aller à l'école. Pour que nous, au final, nous puissions gâter les nôtres avec des jouets en plastique, des friandises et du matériel électronique qui sont vendus à rabais dans nos magasins à grande surface et qui d'ailleurs réussissent à en tirer des profits. Vous connaissez sûrement Nestlé, Hershey, Apple, Samsung ou Sony. Sur le dos de qui les grandes multinationales s'enrichissent-elles? Sur le dos de qui les enfants ici s'amusent-ils? L'UNESCO affirme que 420 millions de personnes pourraient sortir de la pauvreté si elles ne suivaient ne serait-ce que des études secondaires.
Bref, lorsqu'un enfant ne va pas à l'école, c'est tout le reste de sa vie qui est mis en danger. S'il n'y a pas d'éducation, ses chances d'avoir un bon métier dans le futur diminuent. En effet, sur l'organisation humanitaire World Vision, une seule année d'instruction pourrait faire augmenter le revenu d'une personne de 10 %. Imaginez 10 années de plus. L'éducation, c'est le principal levier pour sortir les gens de la pauvreté. Personnellement, ma façon de voir les choses ne s'arrête pas là. Les pays mieux nantis doivent en faire encore plus que simplement promouvoir l'éducation dans le monde. Je pense sincèrement que le Canada devrait montrer l'exemple et boycotter tous les produits en provenance des pays qui ne respectent pas certaines normes minimales en matière de conditions de travail ou d'exploitation du travail des enfants. Encore moins encourager cette exploitation-là en signant avec ces pays des accords de libre-échange. Les gens que j'aurais réussi à sensibiliser aujourd'hui et qui en ont les moyens devraient commencer à réduire leur achat en provenance des pays en voie de développement pour se procurer des produits fabriqués ici au Canada, même si c'est un peu plus cher. On pourrait faire plus attention, s'informer sur les compagnies qui nous intéressent lorsqu'on recherche un bien de consommation. Mais je vous mets en garde, essayez de ne pas vous faire berner par des marques qui disent sur leur site web que c'est fait au Canada, mais que finalement, ça ne l'est pas du tout. Par exemple, Chlorophylle. Cette semaine, j'ai été checker pour un morceau de vêtement, puis la petite étiquette est marquée Design in Canada, mais Made in Vietnam. Donc, c'est pas tout à fait vrai. Aussi, cessez nos achats de bébelles inutiles au Dollarama qu'on n'utilisera pas plus d'une fois dans notre vie. En conclusion, il faut trouver des moyens pour que des compagnies de marques telles que Joe Fresh ou l'Équipeur arrêtent de produire leurs vêtements au Vietnam, au Ghana ou au Honduras. Nous devrions, comme citoyens consciencieux, les amener par nos actions et nos achats à faire la production ici au Canada. Pour aider les jeunes sous-payés et exploités à avoir de meilleures conditions de vie et de travail, pour envoyer des gens sur le terrain qui feront la promotion de l'éducation et combattront la pauvreté, pour inciter les pays alliés comme la France et les États-Unis à adapter leur économie, oui, faire certains sacrifices financiers à court et à moyen terme, mais pour en retirer des bénéfices éthiques et moraux à long terme. N'hésitez pas à consulter le site web de l'UNICEF ou de la Croix-Rouge et à faire des dons pour la cause. Je termine mon plaidoyer en faveur de l'éducation où l'exploitation du travail des enfants est monnaie courante en vous incitant à vous informer encore davantage sur le sujet et à tenter à faire des achats plus responsables. Et je citerai Victor Hugo, qui est encore d'actualité, puisqu'il résumait assez bien ma vision de pensée à une époque où il écrivait Les Misérables. Lorsqu'il a dit que le droit de l'enfant, c'est d'être un homme, il ajoute que ce qui fait l'homme, c'est la lumière, et ce qui fait la lumière, c'est l'instruction. Merci. C'est très rafraîchissant comparativement à ce qu'on peut écouter généralement aux nouvelles standards style radio canadien. On entend des jeunes, leur passion, leur volonté, etc., et c'est merveilleux. Mais derrière ça également, il y a les enseignants qui les supportent dans cette démarche-là. Et j'aimerais particulièrement aujourd'hui remercier quelqu'un qui est avec nous depuis 3 ans, M. Tony Langlois, et j'aimerais lui poser une question. Monsieur Langlois, expliquez-nous qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui vous rend heureux, qu'est-ce qui vous transcende dans cette aventure de prise de parole. Je pense qu'on est à même de le constater présentement. C'est des moments exaltants que je vis avec ces jeunes-là depuis 3 ans, de les soutenir dans leur prise de parole, de leur permettre comme ça de pouvoir s'adresser à un auditoire. Alors, c'est extrêmement motivant. Je vis de très, très, très beaux moments. On les voit se dépasser. On voit certains jeunes qui n'ont jamais pris la parole de leur vie prendre le micro comme ça. Puis, fait que moi, ce que je vais faire, étant donné que la télévision est là, je vais vraiment, encore une fois, inviter mes collègues de toutes les écoles de la Gaspésie de s'embarquer là-dedans. Vous allez vivre des moments extraordinaires avec vos jeunes. Vous allez les voir éclore comme une fleur au printemps. Et c'est la paye de n'importe quel pédagogue, je pense, d'en arriver là. Alors, merci beaucoup à l'Espace René Lévesque de nous avoir donné cette opportunité-là. Je vais présenter notre prochaine concurrente qui, je crois, est toute prête, fin prête à venir sur scène. Et je suis un peu curieux, j'ai hâte d'entendre ce qu'elle va nous dire.
Le titre de son exposé, Ces petites bêtes qui ne demandent qu'à être aimées. Kimberly Fulham Savoie. Si je vous disais que, du jour au lendemain, vous appreniez que votre enfant en a griffé un autre pour se défendre, qu'est-ce qui vous semblerait être la solution la plus adéquate afin de régler cette situation? Lui arracher les phalanges des doigts une par une? Lui couper le bras entièrement? La maltraitance animale, ça fait bien longtemps qu'on devrait même plus en entendre parler. Aujourd'hui, je vais d'abord m'entretenir sur ce sujet en vous montrant d'un point de vue plus approfondi l'une des branches les plus communes de l'abus animalier, le tout en prenant bien soin de vous démontrer de nombreuses situations où elle aurait pu si simplement être évitée. Finalement, nous aborderons ensemble le cadre légal actuel en la matière. La cruauté envers les animaux est le fait qu'un être humain traite ceux-ci de façon inappropriée, peu importe leur nature domestique ou non. Elle peut prendre forme activement comme passivement. La cruauté envers les animaux comprend plusieurs branches, 5 plus précisément. Les mauvais traitements font partie d'une de ces catégories dont je vais vous expliquer plus en détail. Donc, laissez-moi vous donner quelques exemples à ce sujet. Cette catégorie des mauvais traitements est très large, mais assurément, chacun d'entre eux a des répercussions plus ou moins graves chez l'animal qu'il reçoit. On peut faire acte de privation d'eau ou de nourriture, ne pas avoir recours à des soins ou traitements médicaux nécessaires à sa bonne santé, lui procurer un environnement non conforme à ses besoins, et j'en passe. Côté répercussions, la santé physique n'est pas la seule chose mise à rude épreuve. Par exemple, prenons le déglyphage, qui a été récemment interdit, lorsque non nécessaire, ce 10 février dernier. Cette pratique consistait à retirer la 3e phalange de tous les doigts, causant malheureusement une hausse importante des abandons dus à des problèmes comportementaux liés à celle-ci. Les impacts psychologiques chez l'animal sont clairement plus importants. Mais attention, il ne faut tout de même pas prendre le reste à la légère. Allant d'un développement d'anxiété à des augmentations de morsures, des dommages permanents peuvent aussi survenir au nerf des pattes, ainsi que des complications suite à la chirurgie qui pouvaient entraîner des douleurs orthopédiques aiguës. Gandhi disait à l'époque que la grandeur d'une nation et son progrès moral peuvent être jugés à la manière dont les animaux sont traités. Poursuivons maintenant avec quelques exemples ayant surgi récemment dans l'actualité. Mais est-ce qu'un motif quelconque peut justifier qu'on tire à bout portant sur un animal alors qu'il n'est peut-être même pas la propriété de la personne qui l'a abattu? Qu'en est-il de celui qu'on a laissé enfermé dans une voiture lors d'une chaleur étouffante? Qu'en est-il de tous ceux qu'on laisse dehors en plein hiver à moins 30 degrés, attachés sans avoir le droit une seconde d'entre eux pour se réchauffer? Est-ce qu'un animal de compagnie qu'on aime mérite ça? Qu'est-ce que tous ces chiens ont bien pu faire pour que quelqu'un adopte un comportement aussi inhumain envers le soi-disant plus fidèle ami de l'homme? C'est plutôt difficile de prendre sa place lorsqu'un seul bol de nourriture est fourni pour 5 chats affamés depuis plusieurs jours. Même après avoir été nourrie à la bouteille, rien n'y faisait. Elle ne parvenait pas à revenir en parfaite santé. Bien sûr, après avoir vu ce petit chaton affaibli et sans défense, j'ai tout de suite su que Blanche allait prendre une place considérable dans mon cœur. Je me suis donc mis à la tâche de trouver des arguments assez convaincants pour que mes parents acceptent de la prendre sous notre toit, malgré mon diagnostic d'allergie asthmatique chronique. Ce ne fut pas gagné d'avance, mais après une garde partagée aux 2 semaines, ils n'ont évidemment pas pu résister au regard attendrissant d'un petit chat maintenant plus que comblé. Je ne vous cacherai pas que la première année fut difficile dû à mes problèmes de santé, mais au bout de 2 ans et demi, je peux vous garantir que ça reste un des meilleurs choix que j'ai pu prendre. Non seulement elle fut d'une grande aide pour apaiser l'anxiété dont je fais face depuis longtemps, mais Blanche m'a également permis de diminuer grandement mes réactions allergiques causées par les chats, m'amenant même à ne plus avoir l'obligation de recevoir des injections en 2 semaines. Revenons-en à mon sujet, la maltraitance animale. Vous vous rappelez tantôt, quand je vous ai parlé du chien qui a été retrouvé sur le bord d'une route après avoir été abattu froidement par balle? Vous savez pas c'est quoi la meilleure dans cette histoire-là? C'est que les forces policières ont décidé de ne tout simplement pas mener d'enquête. Non seulement les autorités ne prennent souvent pas ces actions graves au sérieux, mais à mon avis,
Les peines données aux gens reconnus de ce type de crime ne sont clairement pas suffisantes. Eh bien, figurez-vous qu'en 2014, les animaux étaient encore considérés comme des objets aux yeux du Code civil, tout comme les femmes auparavant. Ça n'a été que modifié il y a 9 ans. De mon côté, j'ai réalisé plusieurs recherches à ce sujet, mais j'ai quand même pris la peine de me valider auprès d'un spécialiste en matière de droit criminel. La peine maximale pour avoir maltraité un animal quelconque est de 5 ans, s'il est reconnu comme acte criminel. S'il ne l'est pas, le concerné recevra une amende d'au plus 10 000 ou un emprisonnement de 18 mois. En résumé, la loi nous dit présentement que celui-ci pourra recommencer ces mêmes actes sur d'autres animaux dans moins de 2 ans si le coupable est assez chanceux pour s'en tirer ainsi. Saviez-vous que le Canada est le 3e pays où il y a le plus de cas, après l'Afrique du Sud et l'Argentine? Le Canada, parmi les pays les plus riches au monde, 3e au niveau du taux d'abus animalier. Agissez. Qu'est-ce qui vous retient? Composez un 844 animaux. Emmenez-les chez Espoir Câlin. Allez voir la police. Faites ce que vous voudrez. Mais agissez lorsque vous êtes témoin de maltraitance ou de négligence envers un animal. On peut changer les choses de bien des façons, comme les arroser avec de l'eau tiède, par exemple, pour nous en empêcher et aider notre animal à comprendre que nous n'acceptons pas certains comportements. Tous ces mêmes animaux ayant subi des choses horribles, ici au Québec, mais tant d'organismes et de gens bienveillants prêts à leur venir en aide. Il est évident que, selon moi, le cadre légal n'est pas assez sévère pour dissuader les gens tentés par la maltraitance animale d'agir et de récidiver. C'est la raison qui m'a motivée à monter sur scène aujourd'hui, prendre le micro et essayer de vous convaincre qu'il faut que les autorités réforment le code criminel et pénal pour rendre justice à des animaux qui ne peuvent le faire à la place des humains. Parce que comme Jérémy Bentham, grand précurseur en matière de droit de défense des animaux, l'a dit un jour, la question n'est pas « peuvent-ils raisonner ?» ou du moins « peuvent-ils parler ?» mais « peuvent-ils souffrir ?» Merci. Adama, ça me fait plaisir. On a Desjardins de te remettre un montant de 500 pour ta belle prestation que tu as fait cet après-midi. Félicitations. Océane se mérite une bourse de 300 pour la belle prestation également. C'est très important. Nicolas se mérite quand même un montant de 200